15 mars 1978, 3h42 du matin. La main de Jacques Mezrine était ferme, tandis qu'il chargeait son Manurin MR-73. 3 voitures de la mafia Corsa venaient d'encercler sa planque à Marseille. 15 hommes armés, une cible. Leur plan était simple: entrer, éliminer, disparaître. Mais ce qu'ils ignoraient, ce qui a fait de cette nuit une légende dans le milieu français, c'est que Mezrine les attendait depuis 72 heures. Et ce qu'il a accompli pendant ces 72 heures n'a pas seulement sauvé sa vie, cela a détruit la réputation des clans les plus redoutés d'Europe. Pour comprendre ce qui s'est passé cette aube à Marseille, il faut comprendre qui était Jacques Mezrine en 1978. Il n'était pas simplement un criminel de plus, il était l'ennemi public numéro 1 de la France, l'homme qui s'était évadé 2 fois de prison de haute sécurité. D'abord de Saint-Vincent-de-Paul en 1972, avec une arme passée en contrebande. Puis de la forteresse de la Santé en 1978, en sciant les barreaux en plein jour pendant que les gardes faisaient leur ronde. L'homme qui braquait des banques en plein jour, parfois 3 le même jour, et disparaissait comme de la fumée. L'homme qui se moquait de la police dans des interviews aux journaux, qui utilisait des déguisements si parfaits qu'il passa une fois un barrage policier habillé en policier. Mezrine était un fantôme qui terrorisait autant la loi que le crime organisé. Il avait été légionnaire en Algérie, où il avait appris les tactiques de guérilla urbaine. Il avait travaillé pour des gangs canadiens, volé en Amérique, tué en Europe. À 41 ans, il était le criminel le plus recherché de France, avec une prime de 2 millions de francs sur sa tête. Au début de 1978, la situation était la suivante. Mezrine venait d'enchaîner une série de braquages audacieux dans le sud de la France. Banques, joailleries, fourgons blindés. Le braquage du Crédit Lyonnais à Nice avait rapporté 400 000 francs. La joaillerie Cartier à Cannes, des diamants pour 1 million. Un fourgon blindé à Marseille, un demi-million en or. Mais il y avait un problème. Il opérait sur le territoire de la mafia Corsa. Et les Corses n'aimaient mot pas les indépendants. La mafia Corsa contrôlait Marseille et Nice d'une main de fer depuis les années 50, quand ils avaient peiné fait affaire avec la CIA pour briser les grèves communistes dans les ports. Ils dirigeaient la French Connection, la route de l'héroïne qui alimentait l'Amérique. Ils contrôlaient la prostitution, les jeux, l'extorsion, les assassinats sur commande. C'étaient des fantômes qui n'apparaissaient jamais dans les journaux, des hommes qui faisaient disparaître des politiciens et des policiers sans laisser de traces, qui achetaient des juges et des commissariats entiers. Et ils avaient une règle absolue, gravée dans le sang depuis 1957. Personne n'opère sur notre territoire sans payer tribut. Celui qui enfreint cette règle disparaît en Méditerranée avec des blocs de béton aux pieds. Mezrine avait enfreint cette règle 7 fois en 2 mois. François Spirito, le capot invisible de la mafia Corsa, convoqua une réunion dans le port de Marseille. Étaient présents les chefs des 4 clans les plus puissants, Guérini, Francisci, Venturi et Orsini, des hommes dont les noms faisaient couler baisser la voix aux mafieux italiens. « Ce Mezrine, dit Spirito d'une voix rauque de gauloise, nous fait passer pour des faibles. Il vole nos banques, nos affaires, et la police ne parvient pas à l'attraper. Ça nous fait passer pour des incompétents. Alors on le tue, dit Jean Venturi en allumant une cigarette. Simple comme ça. Spirito secoua la tête. Ce n'est pas simple. Mezrine n'est pas comme les autres. Il est imprévisible, paranoïaque et extrêmement dangereux. On a déjà essayé de le tuer. Tous ont échoué. C'est alors que quelqu'un mentionna Pierre Dubois. Pierre, ou le boucher, l'équarrisseur, était l'exécuteur le plus efficace de la mafia Corsa. 1,90 de muscles et de froideur. Il avait éliminé 23 cibles en 10 ans. 0 échec. Si quelqu'un pouvait chasser Mezrine, c'était Pierre. Les Corses envoyèrent un intermédiaire pour faire l'approche, un avocat corrompu nommé Antoine Leclerc. Le travail d'Antoine était de localiser Mezrine et de transmettre l'information à Pierre. 12 mars 1978, 3 jours avant le siège. Antoine était dans un café à Nice quand il vit quelque chose d'intéressant. Une femme brune, cheveux longs, lunettes noires. Elle buvait un café et lisait Le Monde. Antoine la reconnut. Sylvie Jean-Jacot, la petite amie de Mezrine. Il la suivit discrètement. Elle monta dans une Citroën DS noire et roula 40 minutes jusqu'à un entrepôt abandonné dans la banlieue de Marseille. Antoine nota l'adresse, photographia le bâtiment et appela Pierre. « J'ai trouvé le nid, » dit Antoine. « Parfait, » répondit Pierre. « Donne-moi 48 heures pour monter l'équipe. » Ce qu'Antoine ignorait, ce que Pierre ignorait, ce que toute la mafia Corsa ignorait, c'est que Jacques Mezrine était déjà 3 coups en avance. Mezrine n'avait pas survécu si longtemps en étant imprudent. Il avait des yeux partout. Et l'un de ses yeux était un serveur nommé Marcel, qui travaillait dans le même café où Antoine avait vu Sylvie.
Marcel était un vieil ami de Mesrine des temps d'Alger. Quand Marcel vit Antoine suivre Sylvie, il appela immédiatement un numéro que Mesrine lui avait donné. 2 heures plus tard, Mesrine savait tout. Mais voici le coup de maître. Mesrine ne s'enfuit pas. Il ne changea pas de planque. Il fit exactement le contraire. Il resta. Et il commença à préparer un piège qui transformerait les chasseurs en proie. La première chose que fit Mesrine fut d'appeler 3 vieux amis. Paul Carbone, un ex-légionnaire spécialiste des explosifs. Michel Le Fou, un braqueur de banque connu pour sa brutalité. Et Roger Knobelspies, un fugitif comme lui, recherché pour meurtre. « Nous avons 72 heures, dit Mesrine, pour renverser la partie. Les Corses pensent qu'ils vont m'encercler. Laissons-les le croire. Mais quand ils entreront dans cet entrepôt, ce sera la plus grosse erreur de leur vie. » Pendant les 72 heures suivantes, Mesrine transforma cet entrepôt en forteresse mortelle. Il connaissait les Corses. Il avait travaillé brièvement pour eux en 1973, avant de décider qu'il préférait travailler seul. Il savait comment ils pensaient, comment ils opéraient. L'arrogance était leur point faible. Paul Carbone installa 6 charges de C4 sur les murs extérieurs, contrôlées à distance. Pas pour tuer, mais pour créer un chaos maximum. Fumée, bruit, panique psychologique. Michel Le Fou positionna des armes en points stratégiques. 2 MAT-49, mitraillettes françaises utilisées en Algérie. Des fusils à pompe Remington, des pistolets Manurine, des grenades fumigènes. Roger s'occupa des routes de fuite. Il creusa un tunnel menant à un égout 3 pâtés de maisons au nord. Il prépara des voitures volées avec fausses plaques, loua des appartements sécurisés sous de faux noms. Et Mesrine étudia les habitudes de la mafia corsa. 15 hommes était le nombre standard pour les gros coups. Ils attaquaient toujours entre 3h et 4h du matin. Ils préféraient les armes italiennes, Berettas et Lupara. 14 mars, 23h. Pierre Dubois réunit son équipe. 15 hommes, tous des vétérans. Armes lourdes, gilets pare-balles, vision nocturne. Le plan était militaire. 3 voitures encerclent l'entrepôt à 3h du matin. Groupe 1 entre par l'avant, groupe 2 par le côté. Groupe 3 bloque les sorties. Rapide, propre, professionnel. Mais il y avait quelque chose que Pierre n'avait pas pris en compte. Mesrine n'était pas une cible ordinaire. C'était un stratège qui avait étudié les tactiques militaires en Algérie. Un homme qui pensait comme un soldat et agissait comme un fantôme. 15 mars, 3h42. Les 3 voitures arrivèrent. Des Peugeot 504 noirs, vitres teintées, moteur silencieux. Pierre donna le signal. 15 hommes sortirent simultanément, armes pointées, se déplaçant en formation parfaite comme il l'avait répété des centaines de fois. Formation en V, couvrant les angles, communiquant par signes de main. Ils encerclèrent l'entrepôt. 5 devant, 5 sur le côté, 5 bloquant les sorties. Pierre était confiant. Tout se déroulait selon le plan qu'il avait lui-même tracé sur une carte du quartier. Puis la porte principale s'ouvrit lentement, grinçant sur ses gonds rouillés. Et là se tenait Jacques Mesrine, seul, sans arme visible, main levée au-dessus de la tête, arborant ce sourire qui apparaissait dans tous les journaux, ce sourire qui disait « Je sais quelque chose que vous ignorez ». « Vous avez mis du temps », dit Mesrine calmement, sa voix résonnant dans la rue vide. « Je vous attendais. J'ai commencé à croire que vous aviez renoncé. » Pierre plissa les yeux. Un piège. Ça ne pouvait être que ça. « Reculez !» cria-t-il à son équipe. Trop tard. Mesrine appuya sur un petit boîtier télécommandé dans sa main gauche. 6 explosions simultanées. Les charges de C4 installées par Paul détonèrent autour du périmètre, pas pour tuer, mais pour désorienter. Fumée, poussière, chaos. Au même instant, Michel et Roger ouvrirent le feu depuis des positions élevées à l'intérieur de l'entrepôt. Rafale précise. 3 hommes de la mafia corsa tombèrent immédiatement. Les autres plongèrent derrière les voitures, tirant à l'aveugle. Mais voici la partie géniale. Mesrine n'essayait pas de les tuer tous. Il enregistrait tout. Des caméras cachées capturaient chaque moment. La confusion, la panique, les Corses se marchant dessus. Mesrine voulait des preuves. La preuve que la redoutée mafia corsa avait été humiliée par 4 hommes. La fusillade dura 12 minutes. Quand la police commença à arriver, sirènes au loin, Pierre cria la retraite. Ils avaient perdu 3 hommes. 5 étaient blessés. Et Jacques Mesrine s'était échappé par l'un des tunnels de Roger, disparaissant dans la nuit. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 16 mars, le lendemain matin, François Spirito reçut un paquet dans son bureau. À l'intérieur, une cassette VHS et une note manuscrite. La note disait simplement « Vous m'avez sous-estimé. Maintenant, toute la France va voir comment les grands corps se courent comme des lapins. » Spirito lança la cassette. Et tout y était. Les 15 hommes qui arrivent.
Mézerine qui se moque. Les explosions. Les Corses qui fuient en panique. C'était humiliant. C'était dévastateur. Et pire encore, Mézerine avait envoyé des copies à 3 journaux français. 2 jours plus tard, le Parisien titra « Mézerine se moque de la mafia corsa ». L'article incluait des photos floues de la vidéo, des captures d'écran montrant des hommes costauds trébuchant les uns sur les autres, fuyant les explosions, tirant dans le vide. La réputation de la mafia corsa, bâtie sur des décennies de terreur silencieuse, d'assassinats parfaits, de corps jamais retrouvés, fut ruinée en une nuit. Ils n'étaient plus des fantômes invisibles. Ils étaient des hommes qu'un seul criminel et ses 3 amis avaient ridiculisés. Dans les rues de Marseille, dans les bars où les truands buvaient, dans les prisons où les mafieux purgeaient leur peine, l'histoire se répandit comme une traînée de poudre. Les Corses ont fui. Les puissants Corses. Les intouchables. François Spirito convoqua une autre réunion d'urgence. Tous les chefs étaient prêts et présents, mais cette fois la salle était différente. Pas de cigares coûteux allumés, pas de cognac servi, pas de rire ni de blagues. Il y avait de la peur. La peur que si même Mézerine, un homme seul, pouvait les humilier ainsi, d'autres commenceraient à penser qu'il pouvait souffrir pareil. « On ne peut pas le toucher », murmura Jean Venturi. « Chaque fois qu'on essaie, il nous fait passer pour des amateurs. Si on réessaie et qu'on échoue, on perd tout respect. » Spirito savait que Venturi avait raison. La mafia corsa avait 2 options. Continuer à chasser Mézerine et risquer plus d'humiliation, ou reculer et admettre la défaite. Pour la première fois de son histoire, les Corses choisirent de reculer. « Laissez Mézerine tranquille », dit Spirito. « Il n'est pas notre problème, c'est le problème de la police, et concentrez-vous sur nos affaires. » Mais tous dans la salle savaient toute la vérité. Ils ne reculaient pas par stratégie, ils reculaient par peur. La nouvelle se répandit dans le milieu européen en 48 heures. Jacques Mézerine avait vaincu la mafia corsa. Seul. Enfin, pas tout à fait seul. Il avait 3 amis, mais la légende grandit. Et Mézerine, étant Mézerine, alimenta la légende. Il accorda une interview à un journaliste underground où il déclara « Les Corses pensent donc qu'ils sont les rois de la Méditerranée. Mais les rois ne fuiront pas. Les rois ne tremblent pas. Ils ont tremblé quand ils m'ont vu, et ils continueront à trembler. » Pendant les 18 mois suivants, Mézerine poursuivit sa vague de crimes. Mais maintenant, il était intouchable dans le sud de la France. Aucun clan du crime organisé n'osait l'affronter. Il avait prouvé quelque chose que peu de criminels parviennent à prouver. Qu'un homme avec de l'intelligence, du courage et de la préparation peut affronter des empires et gagner. Bien sûr, l'histoire de Mézerine n'eut pas une fin heureuse. Le 2 novembre 1979, la police française finit par le rattraper. 19 policiers tendirent une embuscade à sa voiture à Paris. 21 balles mirent fin à la vie de l'ennemi public numéro 1. Mais même dans la mort, Mézerine laissa une leçon. L'arme la plus dangereuse n'est pas une mitraillette. C'est savoir que vos ennemis vont vous chasser avant qu'ils ne sachent que vous savez. C'est transformer leur embuscade en votre victoire. C'est jouer aux échecs pendant qu'ils apprennent encore aux dames. Pierre Dubois ne dirigea plus jamais une opération après cette nuit. La honte était trop grande. Il prit sa retraite et disparut en Corse. François Spirito mourut 3 ans plus tard de cirrhose. L'Empire corse commença à s'effondrer dans les années 80, ne retrouvant jamais totalement le prestige perdu. Et ces 72 heures, elles devinrent légendaires. Les criminels de toute l'Europe racontaient l'histoire. L'homme qui transforma le siège des Corses en son plus grand triomphe. L'homme qui prouva que la réputation peut être détruite plus vite qu'elle n'est construite. Jacques Mézerine vécut selon ses propres règles et mourut selon ses propres règles. Il ne s'est jamais incliné, n'a jamais reculé, n'a jamais supplié. Et pendant ces 72 heures de mars 1978, il montra au monde que même les empires les plus redoutés peuvent trembler quand ils affrontent quelqu'un qui refuse absolument d'avoir peur.